DW. L'arbre à palabres. Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver sous l'Arbre à Palabres, le magazine débat de la rédaction Afrique francophone de la DW. La guerre de la Russie en Ukraine se poursuit avec son lot de conséquences, des conséquences que subissent aussi les pays africains avec la pénurie des denrées de première nécessité dont le blé. L'Ukraine et la Russie, vous le savez, en sont les principaux producteurs. Depuis le début de cette guerre, la cote de popularité du président russe Vladimir Poutine semble fortement en hausse sur le continent africain. Poutine qui était déjà adulé bien avant cette guerre, et c'est qui nous suscite cette interrogation. Qu'est-ce qui explique cette sympathie, cette poutinophilie en Afrique? C'est le thème de notre débat cette semaine sous l'Arbre à Palabres, et pour en parler, je reçois trois invités. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour à mes co-débatteurs et aux auditeurs. Deuxième invité, Yves Ekoya-Maizo, économiste togolais, directeur de Afrocentricity, un think tank, un groupe de réflexion qui consacre donc ses activités à l'Afrique. Bonjour Yves Ekoya-Maizo. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et mes co-débatteurs. Enfin, le troisième invité qui est chercheur au Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Boubacar Bah. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. À la modération du débat, Eric Topuna. DW. Pour illustrer notre débat, je vous propose une interview que nous a accordée Paul Simon Handy, qui est un chercheur à l'Institut d'études et de sécurité de Dakar par rapport justement à cette sympathie dont font preuve beaucoup d'Africains en faveur donc de Vladimir Poutine. Ce que vous appelez la vague de sympathie a plusieurs mobiles. En fait, il y a probablement autant de mobiles qu'il y a de personnes. La sympathie tient à plusieurs facteurs. L'un d'eux est certainement que pour plusieurs Africains, voir l'Occident à la peine est une scène qui réjouit. Les Africains se réjouissent un peu de ce que l'Occident, qu'ils considèrent un peu comme tout puissant, car il s'agit quand même d'une unité dans les relations internationales qui ordonne le contexte géostratégique international. Et puis Poutine, il faut dire quand même, a tous les attributs de l'homme fort. Il a les attributs du grand chef finalement. Déjà physiquement, lui-même, il est un adepte de karaté dont il a la ceinture noire. C'est un leader extrêmement fort qui use et même souvent abuse des moyens de la répression que lui donne la possession de la force et de la violence légitime. Et il mène son pays d'une main de fer. Et est-ce que vous ne trouvez pas cette réaction d'une partie des Africains contradictoire? Alors c'est très contradictoire. C'est pour ça que je parlais du petit plaisir passager, très ponctuel que les Africains éprouvent à voir un acteur qu'ils ont souvent considéré comme omnipotent, l'Occident, à la peine. Mais ça fait oublier à plusieurs Africains l'essentiel. L'essentiel, ce sont les valeurs. Quelle que soit la sympathie qu'on puisse avoir pour le président Poutine, il ne faut pas oublier que l'acte qu'il a commis, quels que soient les mobiles qu'il a et quelles que soient les raisons qu'il a, l'acte qu'il a commis est un acte qu'on ne voudrait pas voir se répéter dans le système international. Ce serait le retour à l'anarchie, ce serait le retour à la loi du plus fort, et les Africains ne sont pas les plus forts dans le système international. Les Africains seraient en fait, eux, à la peine si la règle que le président Poutine voudrait maintenant pérenniser dans le système international devait devenir la norme. Voilà donc Paul Simon Handy, qui est conseiller régional à l'Institut d'études et de sécurité de Dakar. Première question, Yves Ekoya-Maizo, comment est-ce que vous réagissez d'abord au point de vue émis par Paul Simon Handy? Je crois que ce monsieur se trompe complètement. La première chose qui est très simple, c'est qu'il n'y a pas question de sympathie dans les problèmes politiques, et surtout dans les problèmes où il y a deux grands acteurs, les populations africaines, d'une part, et les dirigeants africains. Donc je pense que c'est une très mauvaise analyse qui a été faite par ce monsieur, parce que les intérêts de certains chefs d'État africains ne vont pas toujours avec ceux des populations africaines, et les intérêts des populations africaines, de manière générale, c'est d'assurer leur sécurité.
qu'elles soient militaires, qu'elles soient alimentaires, etc. Oui, mais Yves Et donc, Koyamazo, sur les réseaux sociaux, dans des discussions, on sent quand même, on constate que beaucoup d'Africains se réjouissent quand même de cette situation, en faveur justement de Vladimir Poutine. Oui, parce que c'est la situation qui leur permet de défendre leurs intérêts. C'est ça le fond du problème. Ils ont trouvé pour la première fois, parce que quand vous parlez de sympathie, mais c'est très gentil, ça veut dire qu'on avait la sympathie aussi pour ceux qui étaient auparavant. On peut même remonter au temps colonial, voire néocolonial. Donc le problème n'est pas un problème de sympathie. Qu'on soit clair là-dessus, et ça, je m'inscris en faux. La deuxième chose beaucoup plus grave, c'est que la notion de leadership, tout ça, ça existe un peu partout. C'est comme si les Africains se réjouissaient du malheur de quelqu'un d'autre. Personne ne se réjouit du malheur de l'Occident, au contraire. Si les coopérations avaient été bien faites, si la guerre avait fonctionné, du moins le soutien à l'aide militaire malien avait eu lieu, les choses se seraient passées différemment. Après tout, l'Occident passe son temps à aller mettre des budgets publics et privés aussi, mais publics, pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre. Pourquoi on n'a pas fait au Mali depuis 8 ans? Vous voyez, donc voilà, je m'arrêterai là pour que les collègues aussi parlent. D'accord. Mais en tout cas, je m'inscris en faux sur ce qui a été dit. D'accord, c'est votre point de vue. Emmanuel Dupuis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Paul Simon Handy? Écoutez, moi je suis partagé entre les deux interventions que je viens d'entendre. Je ne crois pas qu'il y ait une sympathie particulière. Par contre, il y a un opportunisme de soutien d'un pays qui veut investir davantage sur le continent africain, alors que d'autres sont en train de se désinvestir ou sont à la peine par rapport à la perception de leur caractère positif. La Russie a bien décidé de multiplier par deux, nonobstant l'intervention, la multiplier par deux sa balance commerciale avec le continent africain. Donc c'est une opportunité de plus. Mais vous confirmez quand même, Emmanuel Dupuis, qu'il y a une sorte de poutinophilie, non, sur le continent africain? Elle est largement exagérée. Premièrement parce que ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ne concernent qu'une infime minorité, qui plus est, la plupart du temps manipulée ou s'inscrivant dans une stratégie hybride que la Russie a mise en place. Tout ça est très bien documenté. C'est le chef d'état-major Valéry Gerasimov qui l'a théorisé en mettant en avant le fait qu'il faut utiliser la faiblesse de l'ennemi. Là, peut-être, je rejoins la première intervention de l'économiste. Oui, Yves Koyamazo, oui. C'est-à-dire d'utiliser la faiblesse de l'Occident ou l'occasion donc de cet affaiblissement de l'Occident pour justement porter le fer là où ça fait mal, c'est-à-dire l'insuffisante inclusion économique du continent africain vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et évidemment les difficultés à assurer la sécurité, raison pour laquelle beaucoup de pays se sont engagés sur le continent africain. Je prends l'exemple de la France au Sahel. Néanmoins, je voudrais rajouter 3 petits éléments très rapides. La poutinophilie, comme vous le dites, s'inscrit surtout dans une conjonction un petit peu plus longue, dans laquelle le continent africain voit en Vladimir Poutine ce que beaucoup de responsables politiques africains, mais également de responsables de la société civile africaine, voyaient dans le leadership politique européen qui n'existe plus. C'est-à-dire une vision un petit peu plus marquée par des traditions politiques que beaucoup de responsables politiques européens ont rangées ou n'évoquent plus de manière aussi prégnante. Deuxième élément, donc d'une certaine façon, Vladimir Poutine a remplacé ce que pour certains voyaient comme un élément positif d'un leadership politique européen fort. Deuxième élément, il faut avoir à l'esprit que l'histoire doit être invoquée. La poutinophilie dont vous parlez s'inscrit beaucoup dans des contextes très particuliers dans lesquels les partis uniques restent une résultante du maintien au pouvoir d'un certain nombre de responsables politiques qui se voient moins contraints ou moins critiqués dans leur ancrage politique. C'est le cas du Congo, c'est le cas de la RDC, c'est le cas de la République centrafricaine. Deuxième élément. Troisième élément, j'en terminerai par là, ne pas oublier que le complexe militaro-industriel russe qui est à la manœuvre sur le continent africain voit les nouveaux responsables politiques issus des coups d'État des partenaires, au-delà de la poutinophilie, juste des partenaires entre militaires. Et ça, c'est précisément le cas de la Guinée, du Mali, du Soudan, et précisément aussi, mais dans une moindre mesure quand même, le Burkina Faso. D'accord, je vais laisser également réagir Boubacar Ba. Vu du Mali, est-ce que Vladimir Poutine est considéré comme un rempart? Je crois que du côté du Mali, il y a plusieurs regards. Hein. Il y a les activistes. Hein. Il ne faut pas oublier aujourd'hui
et nous sommes gérés par les réseaux virtuels. Et qu'on le veuille ou pas, les activistes prennent beaucoup de pas, ils font beaucoup de bruit. Et je sais qu'au Mali, il y a 2 ans, beaucoup de Maliens ont signé une pétition. Il y en a qui parlent d'1 million, il y en a qui parlent de 500 000 déposés à l'ambassade de la Russie à Bamako. J'ai échangé avec un Malien qui a étudié en Russie il y a quelques années, un médecin qui m'a envoyé un document dans ce sens. Est-ce que cela reflète le point de vue des Maliens? Je ne sais pas. Deuxièmement, je sais que les étudiants maliens, les anciens étudiants maliens formés en Russie, se sont investis, organisés au niveau de la société civile, au niveau des systèmes de production rurale, pour pouvoir un peu ramener l'esprit du développement, l'esprit de la coopération de l'ancienne Union soviétique. Et troisièmement, le coup d'État, en tout cas au Mali, de 2020 et de 2021, les 2 coups d'État ont joué pour beaucoup. Donc à ce titre, il y a un changement de paradigme géopolitique. Et avec la guerre, depuis 2012-2013, les Maliens veulent changer et l'opinion publique malienne veut un changement de paradigme de coopération militaire. Mais justement, que pense l'opinion publique malienne en général, hein? Je l'évoquais, sans soutenir peut-être cette guerre, hein, beaucoup d'Africains se réjouissent peut-être, non, comme l'a dit Paul Simon Handy, que l'Occident soit en difficulté à la peine. Oui, les gens, apparemment, je dis bien se réjouissent, mais on n'a pas de sondage, on ne peut pas généraliser, mais ceux qui parlent et qui utilisent les réseaux semblent le faire, mais l'opinion publique rurale qui est confrontée à cette crise chronique n'en a qu'à faire. Mais apparemment, au niveau de Bamako et de certaines villes, surtout les zones urbaines, il y a des gens qui veulent que la Russie vienne pour remplacer l'Occident, ça c'est clair, sans qu'on ne sache quelle est la portée réelle de ces gens, ou est-ce que c'est de la manipulation? C'est là où c'est très compliqué. Et je suis d'accord avec le premier intervenant. Par rapport à son point de vue, ce qu'a renchéri Emmanuel me paraît très pertinent. Donc, je résume en tout cas pour dire que beaucoup de Maliens pensent que depuis 2013, la guerre au nord, au centre du Mali, donc la crise sécuritaire s'est amplifiée. Il n'y a pas de solution parce qu'il y a quelques mois, les groupes étaient à 150 km de Bamako, du côté de Banamba, du côté de Kolokani et du côté de Gueula vers le Sahel occidental, du côté de Djema vers le Sahel occidental. Donc à ce titre, il y avait une menace réelle sur Bamako. D'accord. On va en reparler tout à l'heure, Boubacar Ba. Je souhaiterais qu'on évolue un peu dans le débat. Yves Ekwe à Maïzo, bien avant même la guerre en Ukraine, hein, on a constaté que la Russie, via Wagner ou ses instructeurs, était présent, hein, en République centrafricaine, au Mali, et on a eu également beaucoup de manifestations en soutien justement à la présence russe, hein, notamment en République centrafricaine et même au Mali et dernièrement au Tchad. Ça confirme quand même la thèse que les Russes sont les bienvenus. Oui, les Russes, comme toute structure qui va défendre les intérêts des Africains, du peuple africain. Je dis bien le peuple, hein, je ne défends pas les chefs d'État, on y reviendra tout à l'heure. Et à partir de ce moment, ce peuple qui s'est senti trahi depuis l'esclavage, l'exploitation, le néocolonialisme, a compris que oui, il y a quand même des gens dans le circuit international qui ne sont pas nécessairement toujours dans des positions, ni dit aujourd'hui des Occidentaux, dit globalement, ni de certains chefs d'État qui appuient ou qui sont les défenseurs de ces chefs d'État, donc ne défendent pas les intérêts de ces populations africaines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, très important, c'est la communication. Ça a été évoqué. Il faut faire attention que ce que doivent penser ou ce que pourraient penser nos populations, je ne parle pas des activistes, hein, de nos populations, mais ce n'est pas diffusé, ou très peu diffusé, ou c'est resté au niveau local. Demander aux grandes chaînes qui sont ici interdites en disant que c'est la propagande, et ailleurs, on dit qu'ils défendent les droits des journalistes. Le problème est de savoir comment se fait-il que la voix de ces populations, dont vous parlez justement, ne s'exprime pas beaucoup plus que cela. C'est très important. Mais pensez-vous sérieusement, Yves Ekwe à Maïzo, que la Russie défend les intérêts des Africains? Mais pas du tout. Vous prenez toujours le problème à l'extérieur de l'Afrique. Mon système s'appelle l'afrocentricité. On regarde le problème du point de vue des Africains, si possible du peuple africain.
vous regardez toujours le problème du point de vue de l'Occident. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le premier intellectuel, M. Paul Simon. Il voit ça du point de vue des Occidents, qui sont à la peine. Non, mais ça, c'est leur problème à eux. Nous avons un problème en tant qu'Africains. Et en tant qu'Africains, nous constatons que nous avons fait des partenariats avec un tel, et que ces partenariats, sur le plan de la gestion de la gouvernance, est un échec. Il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Et que ceux qui prétendent qu'il y a eu telle ou telle activité entre eux, entre la Russie, l'Ukraine, ou l'Occidentaux, l'OTAN et la Russie, oublient aussi les origines. Parce que finalement, c'est l'expansion non acceptée et non écrite d'ailleurs de l'OTAN vers l'Est pour encercler la Russie qui a déclenché tout ceci. Et d'ailleurs, l'issue vers la paix ne pourra que passer par cela. Alors, revenir sur ce que vous dites, oui, du point de vue africain, et si vous laissez les exprimer vraiment s'exprimer, vous n'aurez pas du tout ce son de cloche. Personne n'est là pour aller aduler un tel ou un tel. Au contraire, vous savez les luttes qu'il y a eu en Afrique contre les partis uniques, contre les dictateurs africains, et on va le remplacer par un autre dictateur qui ne veut pas que nos peuples africains, depuis l'origine des temps, connaissaient la démocratie. Non, le problème ne se pose pas dans ces termes-là. D'accord. Oui. Du point de vue africain, il faut absolument pouvoir donner la parole à ces populations-là, et surtout de ne pas l'orienter, parce qu'on l'oriente aussi vers des gens soit qui sont analphabètes, qui ne connaissent pas la situation, et qui on promeut une voix qui n'est pas celle des Africains. D'accord. Emmanuel Dupuis, est-ce que ce n'est pas contradictoire, même si, vous l'avez rappelé, les trois invités, les Africains n'adulent pas Poutine, mais ils veulent peut-être profiter de cette situation pour s'exprimer, défendre leurs intérêts. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire quand on sait que la Russie n'est pas un modèle, surtout sur le plan démocratique ? Alors, il faut déjà avoir à l'esprit que les Africains ne font pas forcément la différence entre les Ukrainiens et les Russes, car l'Ukraine intervient aussi sur le continent africain. Je crois que c'est très important de ne pas, encore une fois, être trop ethnocentré ou européen-centré dans la vision de ce que pourrait être la perception africaine du conflit en Ukraine. Je crois, encore une fois, que l'intervenant qui vient juste de prendre la parole a utilisé le mot juste. Les problèmes de l'Occident ne sont pas forcément les problèmes des Africains. Donc ça, c'est un premier point. Je crois que la question de la manière dont nous percevons la position africaine vis-à-vis de la Russie n'est pas forcément la bonne. Vous vous souvenez que nous avons fustigé le fait que, nous, la France, a fustigé le fait que 17 pays africains se soient abstenus lors des 2 votes à l'Assemblée générale. C'était oublié que 29 de ces pays africains avaient voté la résolution. On s'était un petit peu aussi étonné qu'un certain nombre de pays avec lesquels nous avions des relations très solides. Je dis ça parce que le vote du Sénégal n'a pas été le même lors du premier vote et du deuxième vote. Le Sénégal s'est abstenu au premier vote, il a finalement voté. Et justement, Emmanuel, comment est-ce que vous avez expliqué, comment est-ce que vous expliquez justement la réaction de certains pays africains lors du premier vote de la résolution ? Écoutez, les 17 pays africains qui se sont abstenus, les 8 pays africains qui n'ont pas participé au vote, s'inscrivaient, je crois, dans une dynamique qu'on aurait tort de marginaliser, qui est une volonté d'expression diplomatique autonome, dans lequel, je crois, ils vont avoir beaucoup de bénéfices. Je crois d'ailleurs que la position africaine, qui n'était pas unitaire, témoigne d'une capacité, justement, de comprendre les enjeux et de faire valoir ceci pour se repositionner par rapport à leurs alliés traditionnels. Un dernier mot, si vous m'autorisez l'expression. Allez-y, rapidement. Je crois très sincèrement qu'on aurait tort de ne pas avoir à l'esprit que la manière dont on a peu associé le leadership africain dans les décisions, par exemple en Libye en 2011, est à peu près du même acabit de ce que l'on a fait en Syrie ou ce qu'on n'a pas fait du reste en Syrie. Et donc je crois que ça aussi c'est un élément important qui a pu conditionner des positions africaines peut-être pas aussi sclérosantes ou aussi incriminantes que nous pourrions souhaiter. D'accord. Alors Boubacar Ba, tout à l'heure vous évoquiez les succès militaires dans le nord du pays depuis l'arrivée des Russes. Est-ce que, là je vous repose la même question, est-ce que ce n'est pas contradictoire de solliciter l'aide des Russes qui, on le sait, ne sont pas un modèle de démocratie? Non, là, il faut nuancer. Les succès, je n'ai pas dit forcément qu'il y a eu des succès, parce qu'on n'a pas de preuves, mais apparemment, l'offensive militaire malienne enclenchée depuis 1 à 2 mois, on pense qu'il y a eu un recul des groupements djihadistes, mais ces dernières semaines, attention, la nouvelle géopolitique conflictuelle du Nord, surtout du côté du Gourma central,
et du centre du Mali, il y a une autre lecture. Les groupes armés surtout proches de l'État islamique, ce qu'on appelle Dawlat al-Islamia, et l'État islamique au Grand Sahara ont repris le terrain. Et des affrontements graves, meurtriers, ont lieu aujourd'hui dans la zone d'André Moukan, frontalière avec le Niger. Ça fait un an. Deuxièmement, du point de vue de la lecture du droit, et avant, depuis l'Union soviétique, il y avait la question de la suprématie de l'État sur le droit. Je dis bien, ça c'est des points de vue juridiques qui posaient problème. L'Occident voyait une certaine soumission de l'État au droit. Dans les pays africains, à l'époque, on voyait une finalité commune entre l'État et le droit. Donc cette inclusion juridique me permet de dire qu'il y a quand même un passif avec les Russes ou les Soviétiques. Aujourd'hui, il faudrait cerner le problème avec beaucoup de lucidité pour voir. Mais moi, je note quand même que, du point de vue des regards, certains pensent que l'ordre international libéral, c'est-à-dire est devenu obsolète pour Poutine. Sa pensée, elle est surtout fondée, elle plaide pour un monde multipolaire et où la démocratie ne serait pas seulement le seul vecteur essentiel de gouvernance. Oui, mais est-ce que l'Afrique peut profiter de cette situation, de cette sorte de nouvel ordre mondial qui va se créer? Pas forcément. Moi, je crois qu'il y a des tentatives d'influence dans le précaré français. Ça, c'est clair, pour bouleverser aujourd'hui la donne, parce que la Russie a envie de perturber la France après la Centrafrique et la Libye, et le Mali est une autre donne. Il y a une cooptation des élites que la Russie veut faire. Et puis, moi, je ne vois pas la Russie s'engager sur le terrain économique sérieusement pour le développement de l'Afrique. Je n'ai jamais vu ça. Mais je reconnais que les opinions publiques, avec les réseaux sociaux, pensent que l'intervention de la Russie pourrait changer la donne géopolitique. Même là encore, je suis très prudent parce que ce qui se passe les derniers temps, au Mali, pour ceux qui ont suivi les derniers événements sur le terrain, montre que 1000 soldats russes ne pourront pas changer une guerre de 8 ans ou de 10 ans, comme ça. Donc il y a des interrogations parmi lesquelles, je termine, la Russie utilise la perspective d'investissement sur le terrain des technologies de l'énergie nucléaire. Elle pense pouvoir s'engager sur les bouleversements sécuritaires, et alors que c'est des systèmes oligarchiques qui dominent le système. Et là-dessus, franchement, je suis très nuancé par rapport même aujourd'hui à l'avancée sur le terrain sécuritaire. D'accord. Yves Ekoé Amoiseau, que peut gagner l'Afrique avec la Russie? Vous l'avez rappelé, les Africains, du moins une majorité d'entre eux, semblent déçus de l'Occident, notamment de la France. Je pense même qu'ils ont été trahis. Carrément, on peut aller dans le détail un peu plus tard, mais on a cité tout à l'heure le cas de la Libye avec des décisions de l'ONU qui ont été pas du tout respectées. Bon, passons sur tous les détails. Il y a les sanctions plus ou moins co-dirigées à partir de la France. Donc ça aussi, ça ne passe pas, surtout qu'une décision de la Cour de justice de l'Union économique monétaire ouest-africaine a condamné tout ceci, il a suspendu. Alors quand vous posez ces deux éléments ensemble et plus largement, il y a deux choses qui m'intéressent moi. Il y a un monde multipolaire qui a commencé, c'est pas d'aujourd'hui, qui a commencé et qui est en train de s'affirmer. Et ce monde multipolaire s'affirme d'abord par la puissance militaire, qu'on soit clair là-dessus. Et ensuite, elle va s'affirmer par la puissance financière qui explique justement le fait que le rouble, le yuan chinois, etc. sont en train de prendre de l'ampleur. Les Africains sont des gens qui achètent et qui vendent comme tout le monde dans le monde international. Et nous avons de plus en plus des partenaires du côté asiatique, ce qui veut dire Russie, jusque vers la Chine là-bas. Ça veut dire quoi? Que l'ensemble de nos paiements, de nos transactions vont se faire avec ces gens-là. Si nous devons travailler sur le plan militaire, comme sur le plan financier, avec des gens qui, dans l'histoire, on a plutôt le sentiment d'avoir été trahis, alors on préfère la diversification. Et je crois que c'est le mot important qu'il faut retenir dans cette histoire. L'Africain a le choix. Il a le choix, il n'adule personne. Ce n'est pas un modèle, il n'y a pas de valeur à suivre là-bas. Les Africains ont leur valeur depuis des temps mémorial. La solidarité est là-bas chez nous, la vérité, la justice a été flottée là-bas chez nous. On n'a pas eu la chance de pouvoir les prendre parce que
tout le système décisionnel a été coopté par la colonisation, la néocolonisation. Donc, ce qui reste aujourd'hui, c'est cette diversification. On le voit à l'ONU, d'ailleurs. Ça a été rappelé tout à l'heure, avec les votes qui se sont partagés et avec quelques pressions, certains sont revenus. Donc, l'Afrique va profiter du choix souverain de pouvoir décider avec qui il va aller en partenariat. D'accord. Nous allons revenir prochainement sur cette thématique de la démocratie. Est-ce que l'Afrique a besoin ou est obligée d'appliquer cette démocratie à l'occidental ou non? On va peut-être y revenir prochainement. Emmanuel Dupuis, est-ce qu'avec la guerre en Ukraine, on va assister à un nouvel ordre mondial et est-ce que l'Afrique peut en bénéficier, en profiter? Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire le précédent intervenant. L'ordre mondial avait déjà shifté, comme diraient les anglo-saxons, depuis déjà quelques années. Je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que le monde de l'émergence contient un État africain qui s'appelle l'Afrique du Sud, à travers les BRICS, qu'au sein du G20, il y a de plus en plus de mobilisation pour des acteurs qui appartiennent au G20 et qui sont des partenaires stratégiques sur le continent africain. Je pense notamment à celui qui a assume la présidence, l'Indonésie, ou ne pas oublier également l'Inde. Je crois que c'est important d'avoir à l'esprit qu'il y a une sorte de corrélation d'agenda. L'Inde n'a pas condamné la Russie, ni les Émirats arabes unis du reste. Il y a une convergence de plus en plus forte entre des partenaires orientaux qui, utilisant le yuan, qui, utilisant la roupie ou se commerçant désormais en rouble, vont aussi avoir un impact sur le continent africain. En gros, mais concrètement, Emmanuel Dupuis, est-ce que l'Afrique peut vraiment profiter de la guerre? Oui, allez-y. C'était ce que j'étais en train de dire. Forcément, si ces convergences économiques et ces coopérations ou ces échanges économiques se font dans une autre devise que le dollar ou l'euro, évidemment que cela va bénéficier aux économies africaines. D'autant plus que l'émergence d'un commerce sud-sud va de pair avec des grandes zones économiques de libre-échange. La ZECLAF en est une sur le continent africain, la Regional Comprehensive Economic Partnership en est une autre en Asie, et donc forcément, il y a une sorte de marginalisation du monde occidental qui est inéluctable. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas trouver une parade, mais en tout cas qui avait commencé bien avant ce conflit ou dont ce conflit est d'une certaine façon la résultante. Je reprécise encore une fois que le continent africain est largement dépendant et de l'Ukraine et de la Russie pour son blé. 32 pays africains ont une dépendance au blé donc ukrainien et russe, et pas seulement russe, je le précise, de à peu près 70 à 90%, 95% par exemple pour l'Égypte. Donc je crois qu'il faut avoir à l'esprit que paradoxalement, ce qui est en train de se passer avec cette guerre en Ukraine peut bénéficier au continent africain. Le continent africain va forcément produire plus de barils de pétrole, car nous aurons besoin de trouver des alternatives. Le continent africain va enfin mieux harmoniser ses immenses richesses et de ses réserves gazières, et pas exclusivement celles de l'Algérie ou du Mozambique. Le continent africain va aussi être utilisé pour ses terres rares, non pas de manière exploitée, mais bien évidemment en faisant monter les enchères, car nous aurons besoin de trouver de la diversification pour trouver un certain nombre de minéraux dont toutes nos économies dépendent, en étant moins dépendants, comme je le disais, de la Russie ou même de la Chine. Et les terres rares, on pourrait aussi parler des terres arables, 60% de ces terres arables, près de 1000 millions d'hectares se trouvent sur le continent africain. Évidemment que cela est important. On sait que l'Ukraine était aussi utilisée à ce propos. Donc, vraiment très rapidement, de manière très synthétique, ce conflit bénéficie au continent africain. Et le continent africain a tout à fait raison de jouer la concurrence, de travailler avec tout le monde ou d'essayer de mettre en avant que là où nous avons attendu un partenariat équilibré avec le continent africain, il ne faut pas s'étonner qu'il ne soit pas forcément au rendez-vous, car nous n'avons pas été, nous, pays occidentaux, très prompts à l'assumer par le passé. D'accord. Avant de conclure le débat, Boubacar Ba, une réaction par rapport à ce que peut gagner l'Afrique au sortir de cette guerre en Ukraine? Je ne crois pas tellement que l'Afrique va gagner grand-chose, très honnêtement, parce que moi, j'ai écouté Peter Zayan, qui est le chercheur américain qui avait prédit depuis 2007 l'occupation de l'Ukraine par la Russie. J'ai suivi récemment un de ces débats. Moi, je retiens qu'il est possible qu'il y ait une crise mondiale du blé,
une crise du pétrole et qui a des répercussions sur l'Afrique. Même si l'Afrique produit et qu'il y a des besoins aujourd'hui de valoriser les produits africains, mais de l'autre côté, moi je retiens aussi que la Russie utilise certaines technologies, des méthodes honnêtement qui aujourd'hui me bouleversent. Quand je vois les réseaux sociaux, je vois comment on critique l'Occident. Je ne défends pas du tout ce que l'Occident a eu à faire, mais j'essaie de voir le bilan de tous les côtés et de l'action de la communauté internationale au Mali. Mais on se rend compte, après quelques mois, en tout cas, je me dis, sur le terrain sécuritaire et de renseignement, qu'il y a une faillite incroyable qui risque d'être fatale par rapport au Mali. Je retiens aussi que l'Afrique offre un environnement permissif, et le Mali surtout, pour l'influence de la Russie aujourd'hui. Et moi, je veux qu'on évite cette guerre entre l'Occident et la Russie et qu'on l'amène sur notre terrain et que nous soyons les perdants. Vraiment, je reste là-dessus assez... je suis prudent et méfiant par rapport à ces points. D'accord, nous avons encore quelques minutes pour faire un rapide tour de table. Yves Ekoué-Amaïzo, en conclusion, l'Afrique doit tracer son sillon. Absolument, comme toujours, cette Afrique qui a eu beaucoup de mal à s'émanciper, elle est en train de prendre conscience. Ce qui se passe n'est pas agréable à entendre, c'est une guerre qui a été causée par le monde occidental, par l'élargissement de l'OTAN, mais avec les conséquences où il y a une prise de conscience. Est-ce que vous savez le nom de la bourgeoisie africaine qui va perdre son argent et sa marge parce qu'il commerçait dans le pétrole avec la Russie et l'Ukraine, dans le blé, les céréales avec la Russie et l'Ukraine, et ce sont ces mêmes-là que vous retrouvez dans les partis qui soit ont fait des coups d'État constitutionnels, soit ont fait des coups d'État militaires dans nos pays, et qui empêchent la démocratie de fonctionner. Donc moi, je suis extrêmement positif sur ce qui est en train d'arriver. C'est triste pour ce qui se passe en Ukraine. Je rappelle que les Occidentaux n'ont pas voulu armer le Mali, c'est très important, et ils sont tous en train de s'exciter pour armer l'Ukraine, tout en négociant d'ailleurs pour trouver une solution. Donc ce sont ces deux poids, deux mesures qui vont certainement prendre fin, parce qu'il y a des alternatives avec la Chine, avec l'ensemble du BRICS de manière plus générale. Et sachez que dans le G20, il y a des discussions qui vont peut-être même diviser ce G20. C'est très important. Et le côté non aligné aujourd'hui, et peut-être demain indépendant, de l'Afrique est en marche. Il y a des hauts et des bas, bien sûr que ça va se passer. Mais je pense que la grande direction, c'est ça. Et finalement, pour les populations, puisque c'est la défense première pour moi, pour le peuple, on va les obliger, ces gens qui ne veulent pas et qui font de l'argent, avec ce qu'on appelle, nous, les asymétries de marché, à produire et à transformer localement. Les Africains vont comprendre que quand on parle de blé, ce n'est pas une production africaine. On a le manioc, on a l'igname, on a plein de choses locales, le mil, le zorgo. On peut faire tout avec de la bière en passant parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est ceux qui dirigent ont orienté cette Afrique-là, en tout cas agricole, vers ce monde étranger, occidental, et nous rend dépendants du blé. Le Bénin était à 100% dépendant du blé et le réexporter vers le Nigeria à côté. Est-ce que ceci est normal alors qu'on a tout ce qu'il faut au niveau local? D'accord. Emmanuel Dupuis, un mot de conclusion, très rapidement. Très rapidement, deux choses. Premièrement, l'Afrique risque d'être le prochain terrain d'opération de cette animosité qui ne descendra pas entre la Russie et les pays occidentaux, donc de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc il peut y avoir une nouvelle théâtralisation, surtout si la Russie semble défaite dans ce conflit. Elle voudra prendre sa revanche et peut-être qu'il faut voir dans la privatisation, la mobilisation de plus en plus forte de Wagner sur le continent africain, une façon de élargir le coin dans les failles sécuritaires proposées par les pays occidentaux, notamment la France. Deuxième élément, je crois que le non-alignement qui pendant très longtemps a été utilisé au profit d'une certaine forme d'acceptation de la Russie comme un acteur, de l'Union soviétique, comme un acteur alternatif aux États-Unis, est en train de se focaliser de plus en plus vers un non-alignement au profit de la Chine. La Chine apparaissant comme le pays qui veut trianguler les relations internationales, n'étant pas forcément un ennemi de la Russie, mais n'étant pas forcément un allié ou un partenaire des États-Unis. Je crois que c'est très important. Le continent africain va sans doute être un théâtre d'opération de plus en plus fort sur le plan diplomatique. Il était déjà au niveau économique de l'Afrique pour essayer de gagner des voix, pour justement se positionner comme un tiers acteur
Dernier mot, j'en terminerai. On le voit très bien aussi avec la Turquie. Le président Recep Erdogan veut apparaître comme le médiateur. Ce n'est pas non plus innocent que la Turquie participe de ce même réengagement sur le continent africain depuis maintenant quelques années. D'accord. Et mot de conclusion, Boubacar Ba? Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il faut approfondir au Mali, réellement faire une cartographie, une analyse approfondie, réelle des vrais enjeux de l'intervention de la Russie. Il faudrait aussi comprendre, parce qu'on n'a pas évalué l'intervention de l'Occident, c'est-à-dire je parle de la France et de la communauté internationale, ces 10 dernières années, la France est en train de partir avec Barkhane et Takuba, sans qu'on ait une évaluation réelle sur le terrain, malgré les accusations et la crise diplomatique des côtés, entre les deux pays, la France et le Mali. Je terminerai en disant que aujourd'hui, les Maliens qui pensaient que la Russie allait être une alternative commencent un peu à déchanter. Voilà, c'est la fin de ce débat sous l'arbre à palabres consacré à la guerre de la Russie en Ukraine vue d'Afrique. On a notamment parlé du sentiment ou du ressentiment des Africains par rapport à ce conflit avec nos trois invités. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Yves Ekoué Amaizo, économiste, directeur de Afrocentricity, un groupe de réflexion qui consacre ses activités à l'Afrique. Et enfin, le troisième invité, Boubacar Ba, chercheur au Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, un centre basé à Bamako. Eric Topona vous remercie de votre fidélité au programme de la DW.